Alors, alors est-ce que vous voyez bien ma slide ici? Oui, oui. Parfait. Alors, je vais vous donner juste un petit overview de ce qu'on va survoler rapidement ensemble. Donc, premièrement, on va se pencher un peu sur les qualités les plus recherchées chez les leaders. Alors, vous savez, il y a plusieurs auteurs, plusieurs experts qui sont intervenants dans le domaine du leadership et puis qui vont, parfois, comment dire, avancer certaines qualités qu'ils pensent plus importantes que d'autres. Donc, dépendamment de leur expérience, dépendamment en fait, de leur approche, moi, cette question, quand je me la suis posée, j'ai essayé de trouver, est-ce qu'il y a de grandes études reconnues qui se sont penchées sur cette question, qui l'ont explorée, et puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé, en somme, sur ces qualités essentielles que les gens cherchent à retrouver chez les leaders qu'ils sont prêts à suivre. On verra aussi, à partir de cette étude mondiale, euh, comment est-ce que on peut identifier 5 pratiques du leadership qui sont attendues en fait des leaders et puis qui donnent le meilleur, enfin le plus grand impact sur la performance des individus et des équipes. En troisième partie, on va juste souligner l'importance en fait de comprendre et d'influencer le comportement dans le processus de leadership. Parce que vraiment, c'est au cœur, quand on parle de leadership, on parle d'influence de soi et des autres. Donc, comprendre le comportement humain est comment dire, une pierre angulaire de ce processus-là. Et finalement, répondre à la question, OK, ben, comment je fais si je veux développer mes compétences de leadership? Sur quoi je dois, quel genre d'expérience je dois chercher? Qu'est-ce qui peut m'aider vraiment à me développer en tant que leader? Donc, encore une fois, qu'est-ce que les recherches les plus connues reconnues plutôt dans ce domaine nous révèlent sur cette question? Ça vous va? Alors, je vais commencer en fait, au lieu de vous présenter ça, je n'ai pas voulu vraiment vous présenter ça comme un cours magistral. Vous voyez, où je vous dis voilà, voilà les résultats de recherche et tout. J'ai préféré adopter comme l'approche d'histoire personnelle pour vous dire un peu comment comment dire, aux différents moments où je me suis posé ces questions-là, quand j'ai fait mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé, et puis comment ça m'a orienté dans ce domaine de la recherche et développement, et puis formation en leadership. Donc tout a commencé quand j'étais aussi étudiant à l'université. Je faisais mes études en génie chimique à Polytechnique à Montréal. Et je me rendais compte que je n'étais pas du tout passionné par mon domaine. Je prenais vraiment pas de plaisir à étudier, à étudier les processus on va dire, de développement, de procédés d'ingénieur, de production, etc. Et un jour, je suis tombé sur des documentaires historiques de leaders comme Nelson Mandela, Gandhi, Che Guevara, Martin Luther King et Malcolm X, Abdelkrim El-Khattabi, Omar El-Mukhtar en Libye, l'Amir Abdelkader en Algérie, Patrice Lumumba au Congo, Thomas Sankara au Burkina. Donc tout ça, tous ces leaders-là, quand j'ai trouvé comment dire, ces documentaires historiques sur YouTube justement, leur leadership m'a beaucoup fasciné. Franchement, euh, j'ai été très sensible à certaines qualités de leadership que j'admire jusqu'à aujourd'hui, que si Mohamed Alami Barrada a parlé de quelques-uns dans sa présentation, mais entre autres l'humilité et le courage moral. Alors, l'humilité dans le sens où le leader ne se croit pas supérieur aux autres et ne méprise pas les autres. Quand je dis les autres, ceux qui sont en dehors de son clan, qui sont différents. Et le courage moral, c'est le courage de se dresser contre l'injustice, malgré les risques qu'il y a de backlash. Alors, ça peut être des risques sur sa carrière, des risques sur sa vie, etc. Mais c'est deux qualités qui m'ont particulièrement intéressé, en tout cas, à explorer dans le leadership. Donc, en voyant en tout cas ces documentaires, en même temps, je commençais mes recherches un peu. Qu'est-ce que c'est que ce domaine du leadership? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus? Comment on développe ça? Et c'est là où j'ai remarqué que c'est un domaine de recherche et d'enseignement à l'université, que ce soit dans les business schools ou dans bien des écoles de gouvernance justement politique, économique.
Et là, j'ai décidé de complètement réorienter ma carrière. Donc, après ma maîtrise en génie chimique, je me suis dit, je vais me spécialiser dans ce domaine-là. Et je suis allé chercher des formations dans ce domaine, dans Leadership Training, Design and Delivery, des formations exécutives, donc notamment à Carnegie Mellon University sur le leadership organisationnel. J'ai eu la chance de travailler avec Oxford Leadership Academy, qui est une des plus grandes, on va dire, institutions dans le domaine de la formation, conseil et coaching en leadership international, et de travailler avec eux comme directeur associé pour la région Middle East North Africa. Après, j'ai continué aussi à m'intéresser à l'histoire du pouvoir social, donc l'histoire du pouvoir politique, économique, idéologique et militaire, pour comprendre un peu comment les systèmes de pouvoir, les réseaux de pouvoir ont évolué à travers donc les millénaires et à travers les différentes civilisations, pour nous donner les systèmes qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, donc depuis 15 ans à peu près, on va dire que je conçois et puis développe et forme des leaders dans différents pays sur justement un type de leadership que j'ai appelé le leadership éthique, qui est un domaine en fait de recherche en leadership qui a pris beaucoup d'élan au début des années 2000. Où en somme, on se pose la question comment diriger avec des valeurs universelles, comme l'honnêteté, le respect, la responsabilité, l'équité, la compassion. Et donc, tout ça s'est matérialisé après, je dirais, 4 années de recherche dans ces domaines-là. C'est matérialisé en un programme qui s'appelait à l'époque Ethical Leaders, et donc que j'ai rebrandé il y a à peu près 3 ans en Humanizers. Et donc, il focus sur comment on peut faire pour aider les humains dans les organisations, que ce soit publiques, privées, NGOs, etc., à s'épanouir et puis à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en apprenant et puis en développant leurs compétences. Alors, on a cette thématique, en tout cas d'humanisation des organisations, a interpellé, on va dire, un certain nombre d'organisations publiques et privées avec lesquelles on travaille pour pouvoir aider justement leurs leaders et puis leurs autres employés à développer ce type de leadership qui se préoccupe véritablement du bien-être et de l'épanouissement donc des collaborateurs, en plus bien sûr de leur performance. Donc par exemple, actuellement, on travaille avec le siège social de Microsoft et un certain nombre d'éléments que je vais présenter, en tout cas dans cette présentation ce matin, sont des choses sur lesquelles on travaille à mettre en place. Et c'est des choses aussi basiques que comment peut-on développer la confiance entre les collaborateurs et puis les leaders? Comment est-ce qu'on peut développer l'empathie? Comment est-ce qu'on peut se recharger son énergie pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes? Donc, à une ère où comment dire, on cherche beaucoup la performance, on donne énormément comment dire, de tâches et de délais très serrés aux collaborateurs. Donc, les collaborateurs souvent ressentent qu'ils sont brûlés au travail, il y a beaucoup de frustration, on pense qu'on ne les écoute pas, qu'on ne se préoccupe pas vraiment de leur bien-être. Donc, tout ça, ce sont je dirais, des éléments qu'aujourd'hui, on aborde même dans les plus grandes organisations mondiales. Alors, commençons d'abord par définition du leadership. Je pense avec Asma et Pissi Mohamed, vous êtes penchés sur cette question. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe plus d'une centaine de définitions différentes du leadership dans la littérature de recherche sur le leadership. Alors, j'aime beaucoup celle-là, que je trouve très englobante des différents styles de leadership, des différents construits, qui est la capacité à mobiliser les gens vers un but. Alors, vous voyez, il y a des mots en couleur ici. Alors, leadership, essentiellement, c'est une capacité. Ensuite, il y a un processus de mobilisation de gens, d'un point A vers un point B. Donc, d'une situation, on va dire, présente vers une vision future. Alors, vous voyez que là-dedans, il peut y avoir différents types de leadership. Il peut y avoir du leadership qui inspire les gens à faire ce mouvement entre le présent et puis le futur. Et il y a un leadership qui peut être axé comme transactionnel, qui est la carotte et le bâton, pour mener les gens à bouger d'un point A et d'un point B. Peut-être qu'ils seront forcés à faire ce mouvement-là. Ils ne le feront pas spontanément d'eux-mêmes parce qu'ils sont inspirés, comme dans un cas de leadership transformationnel. Alors, on se pose aussi la question, quelle est la différence entre leadership et management? Alors, dans l'école américaine, on distingue un peu les deux. On dit que le leader, dans le leadership, le leader est plus axé sur le relationnel avec les gens et puis sur le futur, sur le long terme, alors que le manager est plus
focalisé sur le work process, donc sur le travail et sur le présent, enfin, ou sur le court terme. Dans l'école anglaise, comme John Adair, etc., on mixe un peu les deux ensemble. On se dit les deux sont nécessaires les uns par rapport aux autres et sont combinés en fait. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand on regarde par exemple deux grands sondages mondiaux qui sont effectués qui ont été menés pour savoir c'est quoi les compétences les plus critiques et recherchées, par exemple en 2020, l'an dernier. À gauche, vous avez l'étude du Forum économique mondial, à droite, celle de LinkedIn. On voit qu'il y a un certain nombre en tout cas de compétences là-dedans qui sont très reliées au leadership, comme on va le voir par la suite. Donc, il y a autant dans la résolution de problèmes complexes, de manager les gens, par exemple, quand on voit dans celui du Forum économique mondial, de coordonner avec les autres, intelligence émotionnelle, prise de décision, orientation service, négociation. Du côté de LinkedIn, on a persuasion, collaboration, adaptabilité, intelligence émotionnelle. Donc, effectivement, il semble que ces capacités de leadership soient extrêmement prisées et de plus en plus prisées, en tout cas par les organisations, parce qu'elles cherchent des gens qui sont capables de mener leurs équipes à la concrétisation des objectifs de l'organisation. Alors, on parle aussi de différents niveaux de leadership. Alors, il y a le leadership personnel qui est au cœur, donc je pense que vous avez abordé avec Asma plus tôt. Ensuite, on a le leadership des équipes, et donc ces différents challenges de comment on fait pour collaborer en équipe, comment on fait pour gérer les conflits en équipe, comment on fait pour composer des équipes complémentaires, etc. Et on a le leadership des organisations. Si vous êtes responsable, que ce soit d'une entreprise ou bien d'une association, même étudiante, comment on fait pour développer donc, les gens, les leaders dans les organisations. Donc, il y a différents défis là-dedans. Et puis, on a le leadership communautaire ou leadership de réseau, donc qui s'étendent au-delà de l'organisation elle-même. Alors, le premier livre, à vrai dire, probablement le livre le plus populaire ou qui a popularisé le leadership dans le monde, c'est le livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes des personnes qui réussissent le plus, ou les 7 Habits of Highly Effective People. Et c'est le premier livre d'ailleurs sur lequel je suis tombé dans ce domaine du leadership qui explique un peu ce qu'est le leadership, qui focalise sur certaines valeurs et pratiques du leadership. C'est sûr que ce livre-là n'est pas basé vraiment sur des recherches scientifiques dans le domaine du leadership, mais il s'assoit plus sur, on va dire, l'expérience de Stephen Covey, qui est professeur à Utah State University, qui était président de la chaire, détenteur en tout cas de la chaire présidentielle, et qui par la même occasion était leader dans l'église mormone, donc, dont le siège est à l'Utah, je pense à Salt Lake City. Et puis, dans ce livre-là, il partage un peu aussi ses valeurs spirituelles, donc à partir de son référentiel, qu'il estime être des valeurs humaines universelles. Alors, il a produit un autre livre qui s'appelle The Eighth Habit, la 8e habitude. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fin, vous allez trouver une très belle revue de littérature avec les différents construits de leadership. Donc, il va dire, voilà, tels chercheurs ont travaillé sur un construit, par exemple, qui est le leadership transformationnel. Ces auteurs-là, ils ont travaillé sur le leadership transactionnel. Ceux-là sur le leadership spirituel, leadership servant, leadership éthique. Donc, pour les gens qui sont intéressés à étudier le domaine du leadership, moi, je conseille la 8e habitude parce qu'il y a déjà une revue de littérature qui est déjà faite et qui vous explique un peu qui travaille sur quoi dans le leadership, quels sont les construits qui ont été développés dans ce domaine-là. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein, si vous avez une question ou quelque chose, au passage, là, je parle, mais je vais m'arrêter à un certain moment et puis on va discuter ensemble. Donc, je voulais juste survoler avec vous rapidement. Alors, peut-être celui qui est considéré en tout cas comme le premier professeur universitaire de leadership au monde, alors s'appelle le professeur John Adair. Alors, John Adair est aussi chair du Leadership Studies dans le United Nations System Staff College en Italie, donc qui est un peu le collège qui forme les futurs secrétaires généraux des Nations Unies. Donc, c'est un très gros calibre qui a aussi enseigné à l'Académie militaire anglaise de Sandhurst et qui est aussi professeur de leadership à la China Executive Leadership Academy. Donc, gros poids lourd qui est considéré comme j'ai dit, le premier professeur universitaire de leadership au monde, qui a énormément apporté à ce domaine-là. Et donc, il a publié plusieurs livres, entre autres son fameux modèle qui s'appelle Action-Centered Leadership, entre le leadership lui-même, l'équipe et puis la tâche. Vous voyez ces trois cercles qui s'entrecoupent.
How to Grow Leaders, Strategic Leadership. Et il s'est intéressé à certains personnages ou leaders spirituels historiques, ou leaders politiques aussi, comme Confucius, donc de Chine, les leaderships de Jésus. Et puis il a publié aussi un livre qui s'appelle The Leadership of Muhammad. Celui qui est considéré peut-être le pape du domaine de l'enseignement du leadership et de la recherche du leadership, c'est Warren Bennis. Alors, tout comme dans le management, on parle de Peter Drucker, comme le pape du domaine du management. Alors, Warren Bennis est un peu l'équivalent donc de Peter Drucker dans le domaine du leadership. Donc, lui, il était chairman du Leadership Institute à l'Université de Southern California. Il était chairman du Organization Studies Department à MIT, chairman du Advisory Board du Center for Public Leadership de la Harvard Kennedy School, dont Si Mohamed Barrada vous a parlé, et puis où il a gradué. Alors, deux livres, justement, Peter Drucker a mis une petite note ici en haut sur le On Becoming a Leader, où il dit Warren Bennis, Most Important Book. Donc, vraiment, le livre le plus important de Warren Bennis s'appelle On Becoming a Leader. Et j'ai adoré aussi lire Still Surprise, qui est son mémoire de son parcours dans ce domaine du développement de leadership, ce qu'il a appris avec les leaders avec lesquels il a travaillé à travers ses recherches, etc. On en arrive aux 5 qualités les plus recherchées chez les leaders. Est-ce que tout va bien maintenant? Je vais juste m'arrêter un peu 2 secondes et voir de votre côté, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a... Alors, oui. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Allez-y. Personnellement, non, je n'ai pas de questions. C'est bon, c'est correct? Parce que de toute façon, on va pouvoir passer à la période de questions juste après la présentation. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous voudrez clarifier ou sur lesquels on peut développer, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas compris ou qui est ambigu pendant la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Tout est clair. Parfait. Alors, je vais repartager encore. Arrive aux 5 qualités les plus recherchées. Alors ça, c'est une question que je me suis posée un peu aussi au début, après être rentré dans ce domaine du leadership. C'est quoi les qualités sur lesquelles il faut focuser à développer, en tout cas chez les leaders, qui font en sorte que les autres leur fassent confiance et puis acceptent de les suivre volontairement. Alors, cette question a été explorée par 2 des plus grands professeurs à l'heure actuelle et chercheurs et experts dans le domaine du leadership qui sont à l'Université de Santa Clara en Californie. Alors, c'est les professeurs Jim Kouzes et Barry Posner qui ont écrit l'extraordinaire livre qui s'appelle The Leadership Challenge, qui décrit en fait les résultats de leur étude globale qui a dépassé 20 ans, c'est-à-dire depuis maintenant presque 30 ans, ils mènent un sondage global sur tous les continents, où plus de maintenant 2,5 millions de personnes ont participé, en leur posant la question, quelles sont les qualités qui, selon vous, sont les plus importantes, que vous recherchez en tout cas le plus chez les leaders que vous êtes prêts à suivre. Donc, chaque 3 ans, ils font ce sondage mondial et ils ont trouvé des résultats assez intéressants. Donc, au début, ils sont partis, ils ont laissé la question ouverte. Après, au fil des réponses, en tout cas, ils ont dressé une longue liste et ils laissent les gens choisir dans cette liste de qualités. Alors, selon vous, quelle serait la qualité numéro 1 que les gens recherchent le plus chez les leaders? En tout cas, il y a une qualité qui revient systématiquement en numéro 1, quelle que soit l'année de ce sondage-là. C'est-à-dire, toutes les années, on la retrouve toujours en position numéro 1. Alors, est-ce que vous auriez une idée de quelle serait cette qualité-là? Attendez, je vais revenir. Alors, allez-y. Juste lancez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. N'ayez pas peur de faire une erreur. Monsieur? Oui, Mariam, vas-y. Je dirais que c'est la capacité à guider les gens. La capacité à guider les gens, ok. Donc, une qualité, c'est comme, je dirais, comme la générosité, le courage, le charisme. Alors, allez-y, oui, Madeleine. Allez-y, vous n'avez pas besoin de lever la main. Allez-y, parlez directement. Madeleine, allez-y. Moi, j'allais dire l'organisation. L'organisation, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée sur quelle qualité numéro 1 que les gens recherchent le plus
chez les leaders qui sont prêts à suivre. C'est-à-dire vous-même, pensez à vous. Si vous aviez à suivre un leader, quelle est la qualité, ou bien si vous avez suivi dans le passé un leader, quelle est la qualité numéro un qui est importante pour pouvoir le suivre? Monsieur, le fait de prendre l'initiative. Oui, l'initiative. Okay. Donc, vous serez capable, vous voudriez suivre quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives. C'est la qualité la plus importante pour vous chez un leader. Oui, Monsieur? il est très important. Oui, allez-y. C'est la qualité, je pense, de capacité de communication et de liaison okay, entre les AV. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Oui, Abir? Assumer ses responsabilités. Les responsabilités. Alors, on va voir un peu c'est quoi ces qualités-là qu'ils ont trouvées. Alors, ils ont trouvé que la qualité numéro un, que les gens recherchent le plus dans le monde, dans tous les continents, et dans tous ces sondages-là sur plus de 2,5 millions de personnes chaque 3 ans, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire les gens recherchent en numéro un, la qualité la plus recherchée, c'est l'honnêteté. Alors, Jim Cousins et Barry Paulson ont écrit un autre livre qui s'appelle Credibility, dans lequel ils ont aussi élaboré sur leurs trouvailles de recherche, etc., mais en insistant sur la crédibilité. Qu'est-ce qu'ils font de la crédibilité des leaders et tout ça? Et un jour, je donnais une conférence justement au Koweït, et puis je parlais de ces résultats de recherche, et puis je montrais un peu quelques passages du livre. Et puis on est arrivé à leur définition de honesty ou integrity, qui est la première qualité la plus recherchée. Alors, les auteurs la décrivaient dans leur livre à la page 5. Vous pouvez trouver le livre sur Google Books. Alors, ils disent integrity, someone who is truthful and trustworthy. Alors, est-ce que ça veut truthful, vous savez ce que ça veut dire, et trustworthy? Alors, truthful, c'est quelqu'un qui dit toujours la vérité, donc quelqu'un de véridique. Trustworthy, c'est littéralement quelqu'un qui est digne de confiance, à qui on peut faire confiance. Alors, comme je donnais la formation en arabe, donc j'ai demandé un peu leur aide à trouver les bons mots en arabe qui correspondraient exactement à ces deux mots-là. Et puis, quelqu'un m'a dit, ben, effectivement, c'est truthful, donc quelqu'un qui dit la vérité, c'est sadiq. Et puis, trustworthy, c'est amin. Et là, il me fait remarquer, il me dit, mais ce nickname-là, c'est-à-dire c'est le surnom avec lequel était connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est As-Sadiq al-Amin. Ce qui m'a en fait un peu aussi touché parce que j'ai vu John Adair qui publiait sur le leadership of Muhammad, etc. Et puis, ces grands chercheurs dans les domaines du leadership n'ont pas de complexe en fait à aller étudier des leaders spirituels et puis à parler de leurs valeurs spirituelles et à les explorer en tout cas dans le cadre de leur recherche et de leur formation. Et donc, ça m'a donné comme un petit stimulant à aller étudier en tout cas la vie de leader du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est extrêmement riche en tout cas d'exemples et de principes dans le domaine du leadership. Donc, en tout cas, c'est un personnage à étudier. Je vois qu'il y a des gens aussi ici à HEC Montréal qui s'intéressent à ce genre de leader historique, spirituel, politique, etc. Donc, en tout cas, c'est un sujet de recherche extrêmement intéressant et riche. Et c'est important qu'on aille explorer, dépoussiérer un peu notre héritage historique et spirituel aussi. Alors, cette deuxième qualité, c'est visionnaire. Donc, quelqu'un qui a une vision future, inspirante et qui va inspirer les gens à la réaliser. La même chose, la qualité numéro 2 ne change pas de place. Par contre, les qualités 3, 4, 5 changent de place en fonction des années de sondage. Alors, troisième, c'est inspirant. Quatrième, c'est compétent. Les gens cherchent aussi des gens compétents pour les mener. Intelligent. Les gens cherchent aussi des gens capables de trouver des solutions de manière intelligente à leurs problèmes, etc. Donc, voilà le top 5 des qualités les plus recherchées chez les leaders que cette étude mondiale a révélé, en tout cas, dans ce domaine-là. Alors, ensuite, on peut se poser la question, nous, si on devient un leader, que ce soit un leader d'une association universitaire étudiante, ou bien le leader, je ne sais pas moi, d'une université, ou bien d'un parti politique ou d'un gouvernement, peu importe,
c'est quoi les pratiques du leadership sur lesquelles je dois me concentrer, qui vont donner de l'impact sur la performance des gens que je dirige. Alors, cette question-là aussi a été explorée par Cousins and Posner dans leur recherche. Et puis, ils ont identifié 5 pratiques sur lesquelles il faut se concentrer et qui sont attendues, en tout cas des leaders efficaces. Alors, on va les voir ensemble rapidement, les survoler. Encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas vraiment d'approfondir chacune, mais juste vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Mais dans le cadre on va dire, d'ateliers pratiques, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter sur chacune d'elles, on va l'explorer, on va voir comment est-ce qu'elle se manifeste, c'est quoi les défis pour réaliser ces pratiques de leadership. Alors, les 5 pratiques, ils commencent par le numéro 1, qui est le fondement de la crédibilité aussi du leader, c'est donner l'exemple. Donc ici, le leader doit donner l'exemple par rapport aux comportements qui sont attendus ou qu'il demande de ses collaborateurs ou des gens qui travaillent avec lui. Si vous dites aux gens, il faut venir à l'heure, il faut vous-même vous présenter à l'heure. Donc, ne demandez pas aux gens d'être à l'heure alors que vous venez en retard, par exemple. Deuxièmement, une vision partagée. Donc, inspirer une vision partagée. Il faut que la vision future que vous dressez, vers laquelle vous menez vos équipes, intègre en tout cas des éléments ou des aspirations individuelles des gens autour de vous. C'est-à-dire il faut que les gens se retrouvent dans cette image future, dans cette vision future où vous voulez les mener et qu'elle soit suffisamment inspirante et que cette vision soit partagée par le groupe. Ensuite, challenge the process. Donc, il est attendu aussi des leaders de remettre en question le statu quo, comment les choses se font aujourd'hui, et puis d'essayer d'améliorer ce statu quo, justement pour améliorer la qualité de vie des gens, leurs conditions de travail, etc. Ensuite, on a enable others to act, ou permettre aux autres d'agir. C'est s'assurer que les gens, vos équipes autour de vous, ont les moyens de réaliser leurs objectifs. Est-ce qu'ils ont été formés pour bien accomplir leurs tâches? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires? Est-ce qu'ils ont les autorisations nécessaires, etc. Et donc, focuser sur le développement, leur apprentissage, le développement de leurs compétences, aussi c'est attendu des leaders. Et finalement, encourager les cœurs. Donc ici, c'est savoir remercier les résultats, mais aussi les efforts des gens. Savoir dire merci au quotidien, de manière sincère et authentique, pour remercier les gens pour les efforts qu'ils font, pour les résultats qu'ils obtiennent, et célébrer les réussites en équipe aussi. Ça va? Donc ça, c'est un peu les 5 pratiques du leadership exemplaire qui ont été sorties de cette étude-là et qui ont été identifiées comme les 5 pratiques qui ont le plus d'impact sur la performance des individus et des équipes. Donc si vous êtes leader, vous arrivez à un poste de leadership, essayez d'avoir ces 5 en face de vous et de vous poser la question, est-ce que je donne l'exemple? Est-ce que j'inspire vers une vision partagée? Est-ce que je challenge, je remets en question les manières de faire le statu quo pour les améliorer? Est-ce que je développe mes collaborateurs? Est-ce que je les encourage? Est-ce que je célèbre les réussites ensemble? Donc tout ça, c'est 5 dimensions qu'il faut veiller à assurer. Alors bien sûr, on a parlé de très bon leadership ou de leadership exemplaire dans les recherches de Leadership Challenge de Cousins Posner, mais il faut connaître c'est quoi le mauvais leadership. C'est quoi les types de mauvais leadership? Alors ça, il y a une prof justement à Harvard qui a fondé le Harvard Center for Public Leadership, qui s'appelle Barbara Kellerman, qui est la référence en tout cas dans ce domaine-là. Donc, il a fait plusieurs études reconnues dans le domaine du mauvais leadership et c'est aussi à connaître. Alors, c'est quoi le mauvais leadership? Alors, il a publié ces 2 livres que je trouve, celui à droite est le plus récent, je pense 2020, qui s'appelle Leaders Who Lost et puis Bad Leadership. Donc, qui va explorer ces aspects-là. Alors, ensuite, on a aussi d'autres approches de développement de leadership qui sont basées sur les forces ou les talents des individus, c'est-à-dire des facilités naturelles à faire certaines tâches. Comment développer un leadership qui est personnalisé à vos talents individuels? Par exemple, un leadership qui est basé sur le courage moral, sur l'humilité ou sur la communication, etc. Donc, vous avez un très bon livre qui a été publié par l'Institut Gallup, qui est la plus grande institution de sondage au monde. C'est le plus grand institut de sondage au monde qui sonde le monde entier sur différentes thématiques et qui est un des plus crédibles. En tout cas, dans les présidentielles américaines, il semble que ce soit le plus crédible des sondages. Donc, c'est l'Institut de sondage de Gallup. Ils ont fait un partenariat avec le père de la psychologie des forces qui s'appelle Don Clifton pour identifier les talents naturels des humains. Et ils ont trouvé à peu près 34 talents différents, alors qu'on a ici. Donc, dans le cadre des ateliers qu'on offre, on va les explorer et puis chacun va découvrir c'est quoi ces 5 talents prédominants. Donc, et chaque humain
a une combinaison de talents. Il n'y a pas un humain qui n'a pas de talent. Donc le truc, c'est d'essayer d'identifier ces talents et de voir comment les nourrir avec du savoir, du savoir-faire pour qu'ils deviennent des forces. Et c'est là où l'individu peut se détacher du lot et briller. Et donc quand on focalise dessus, ben, on a en général les meilleures performances. C'est comme Tiger Woods, par exemple, son coach disait, ou bien certains coachs de joueurs de tennis, ils essayent de voir c'est quoi vraiment le talent, la force du joueur, et puis ils vont focaliser dessus pour l'amplifier au maximum pour qu'il puisse vraiment se détacher du lot de ses compétiteurs et donc exceller là-dedans. Alors, avant de passer à comprendre l'importance du comportement humain, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie des 5 pratiques du leadership exemplaire ou bien des qualités les plus recherchées? Je vais enlever le partage rapidement. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Tout va bien? Parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Alors, je m'excuse encore une fois, c'est un survol. Hein. Ce n'est pas une session de formation en tant que telle. C'est juste vous donner un peu un certain nombre d'éléments, vous voyez, qui existent. Comme ça, c'est soit à développer par vous-même ou qu'on pourrait explorer dans le cadre de futurs ateliers. Voilà. Alors, le leadership, finalement, c'est une question, quand on le voit, c'est une question de relation avec les autres. Il y a des conversations qu'on mène avec les autres pour les inspirer, pour les mobiliser, etc. Et donc, essentiellement, il y a un processus d'influence qui est au cœur du leadership. S'influencer soi-même, influencer les autres. Donc, quand on parle d'influence, ben, c'est nécessaire de connaître le plus possible ou de comprendre le comportement humain pour pouvoir l'influencer. Et c'est là où j'ai découvert, en tout cas, qu'il y avait un certain gap dans la recherche du leadership dans ces domaines-là. C'est que, c'est vrai, on s'attarde sur les qualités, sur les pratiques du leadership, mais on n'a pas beaucoup sur la compréhension vraiment du comportement humain. Et c'est ça où j'ai décidé, en tout cas, de me spécialiser et d'apporter, si vous voulez, ma contribution modeste, mais distinctive dans ce domaine-là. Excusez-moi juste une seconde, je pense qu'on m'envoie un message de l'organisatrice. Parfait. Alors, il y avait une étudiante, pouvez-vous nous confier le nom du leader qui vous inspire? Alors, je vous répondrai à ça à la fin. il y en a plusieurs qui m'inspirent, mais je vais vous donner les noms. Alors, donc, je suis tombé un jour sur cette parole du philosophe grec Aristote qui disait « Se connaître est le début de toute sagesse ». Alors, chacun de nous a sa conception du bonheur et du succès. Chaque humain, en fait, aspire à réaliser sa conception du bonheur et du succès d'une certaine manière. Et puis, notre qualité de vie, en tout cas, semble être liée directement à la qualité des décisions qu'on prend chaque jour dans différents domaines. Et cette capacité à prendre de bonnes décisions dans les différents domaines ou dans certains domaines est communément appelée la sagesse. Et donc, c'est quelque chose que les leaders, en tout cas, recherchent beaucoup. C'est cette capacité à bien analyser les situations, analyser les comportements et prendre de bonnes décisions. Alors, Aristote disait que pour développer la sagesse, la première étape, c'est d'abord se connaître. Alors, ça, c'est un livre un peu de référence sur les principes de prise de décision que je vous recommande beaucoup, qui a été d'ailleurs recommandé par Bill Gates et dont l'auteur est Ray Dalio, qui est le fondateur du plus grand hedge fund du monde. Donc, tu sais, qui vend et achète des actions, etc., et qui gère des fonds d'investissement. C'est un livre particulier, et ce gars-là, je l'adore beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sagesse. C'est un gars extrêmement humble et ouvert, et qui est une grande référence dans le monde, et qui a été l'un des rares à prévoir la crise financière et à comprendre, en tout cas, on va dire, le fonctionnement de la machine économique globale. D'ailleurs, si vous tapez son nom sur YouTube, vous allez trouver une superbe vidéo animée qui s'appelle « How the Economic Machine Works ». Et dans son livre, en fait, il raconte comment est-ce qu'il a construit ses principes de décision, autant dans le business que dans la vie, et quels sont-ils? Et c'est rare de trouver un leader qui partage en tout cas ses principes de prise de décision. Comment il prend une décision, sur la base de quels critères, etc. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir exactement sur nous-mêmes? C'est ça la question que je me suis posée. Et donc, dans le cadre des formations qu'on donne, dans ces dimensions de connaissance de soi, on essaye en tout cas d'aider les gens à comprendre un certain nombre de dimensions internes à eux. Alors, premièrement, c'est le fonctionnement de leur système cognitif, émotionnel, comportemental. C'est-à-dire ce système qui connecte nos pensées avec nos émotions et nos comportements.
il a un certain fonctionnement qui semble être commun à tous les humains et qu'il est important de connaître. Ensuite, le rôle de nos croyances et nos valeurs. Ça, c'est important de voir c'est quoi, par exemple, des fois, on a des croyances limitantes. Par exemple, on n'est pas capable de faire ces choses-là. Oh, on n'est pas bon dans ce domaine-là. Donc, il y a des croyances, des fois, qu'on développe sur nous-mêmes qui peuvent nous bloquer dans notre apprentissage et développement. Et aussi notre priorisation des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est toujours important d'être honnête, de ne jamais tricher, de dire la vérité? Est-ce que c'est important d'aider les autres, l'entraide, etc. On se penche aussi sur les besoins, la hiérarchie des besoins de Maslow, les besoins qu'il y a à combler chez les humains. On se penche aussi sur les traits de personnalité, principalement sur les Big Five et les recherches du psychologue Carl Jung. Les talents dont on a parlé, qui sont les facilités naturelles à faire certaines tâches, et que tout le monde a une combinaison de talents. Le chronotype qui est lié à notre rythme ou l'horloge biologique. Nos motivations, qu'est-ce qui nous drive? Pourquoi est-ce qu'on veut devenir des leaders, au fond? Est-ce que c'est juste pour plus de prestige, pour acquérir la richesse, le pouvoir? Ou bien est-ce qu'on veut développer le leadership pour se développer, s'épanouir en tant qu'humain et puis apporter, toucher en tout cas de manière positive le plus grand nombre d'humains possible et faire vraiment une différence, un impact social positif dans la vie des gens, dans nos sociétés? C'est quoi nos passions? Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs passions. Ils étudient juste pour un diplôme, mais ils prennent aucun plaisir dans leur domaine, ils prennent aucun plaisir à faire des activités, à apprendre, à lire dans leur domaine. Donc il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est dans le bon domaine? Est-ce que vraiment il est aligné avec nos passions? Alors, bref, longue histoire courte, j'ai essayé de développer en tout cas un modèle qui décrit un peu comment ces interactions entre pensée, émotion, action fonctionnent à partir d'un certain nombre justement de lectures dans différents domaines, dans la psychologie cognitive comportementale, l'intelligence émotionnelle, neurosciences, psychologie sociale, raisonnement critique. Et donc, ça s'est ça s'est matérialisé en un modèle comme ça qui décrit un peu les différentes étapes par lesquelles on passe quand on perçoit, donc à partir des perceptions sensorielles, comment on donne des interprétations rapides aux événements autour de nous, comment des émotions différentes se déclenchent en fonction de ces interprétations rapides, qu'est-ce qui se passe dans notre, on va dire, dans notre cortex préfrontal au niveau du raisonnement lent, cognitif, et comment ça aboutit à différents comportements. Donc, on ne va pas plonger dans les détails, je vous dirais, de ce modèle-là, mais juste pour vous dire, voilà, c'est un peu ça dont on parle aussi avec les leaders, que ce soit Microsoft ou bien la City of Seattle ou autre. C'est on leur fait comprendre comment est-ce que les émotions sont déclenchées, différents types d'émotions sont déclenchées en fonction de nos interprétations des événements qui sont une fonction directe des croyances qu'on se construit depuis qu'on est petit sur nous-mêmes et sur le monde, sur le fonctionnement du monde. Donc là, ici, en tout cas, raisonnement lent, on a les différents scénarios, les analyses de coûts, bénéfices, risques. Donc, et là, j'en arrive à une question importante. À force de former des leaders, que ce soit dans les universités, dans des corporations ou autres, je me suis rendu compte que finalement, l'école publique n'aidait pas vraiment à former des leaders. Parce que quand on parle de leadership, on parle de prise d'initiative, on parle de courage, on parle de connaissances de psychologie, de comportement humain, d'influence. Et tout ça, ce n'est pas des choses qui se retrouvent dans les curriculums ou dans les approches pédagogiques des écoles publiques en général, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à faire une étude sur l'histoire moderne de l'école, d'où elle vient. Pourquoi est-ce qu'elle a été conçue comme ça? C'est quoi les modèles les plus pionniers aujourd'hui dans le monde de systèmes d'éducation qui forment des leaders et des entrepreneurs? Donc tout ça, j'ai essayé de le résumer dans un site web que j'ai créé qui s'appelle newopeneducation.org, que vous voyez ici en bas, et que vous pouvez aller explorer. Donc j'y ai mis un peu les résultats de mes recherches, des vidéos, etc., pour bien comprendre pourquoi aujourd'hui on a de la difficulté un peu à produire des leaders issus de ces systèmes d'éducation qui n'ont tout au long pas encouragé vraiment l'initiative, le développement du leadership. Alors, je donne un exemple tout simple, c'est que le système d'éducation, en tout cas primaire, secondaire, nous a appris à avoir peur de l'erreur et de l'échec. On a une peur de faire des erreurs parce que l'erreur est sanctionnée de manière négative. On fait des erreurs dans nos examens, on a une mauvaise note. Une mauvaise note, ça implique qu'on est perçu comme un mauvais élève, peut-être on sera réprimandé à la maison, etc. Quand on voit des gens comme Edison qui disent, après avoir essayé énormément, plus de 1000 filaments différents pour son ampoule, il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne marchent pas. Et il a évité aux chercheurs dans le monde de repasser par les mêmes expériences qui ne marchent pas. Et donc, il voyait ces échecs, en fait, comme des opportunités d'apprentissage. Alors, c'est important aussi en tant que leader de développer
cette mentalité où on dit que chaque erreur, de ne pas avoir peur en fait, que ce soit des erreurs, des conflits, des crises ou des situations difficiles dans le leadership. Parce que chaque erreur, chaque conflit, chaque crise, chaque situation difficile, elle peut être une opportunité d'apprentissage et de développement. Donc finalement, changer notre manière de voir les erreurs ou les échecs comme quelque chose de négatif et commencer à les voir comme quelque chose de positif. Pas dans le sens où on les répète tout le temps la même chose, mais quand on fait une erreur une première fois, ils disent « Oh, qu'est-ce que je peux apprendre de là? Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux me développer? Comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» Alors, bien sûr, on me disait « Youssef, qu'est-ce que tu apportes vraiment au Maroc? Tu es à Montréal, etc. Tu parles de ça dans des conférences et tout. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça ?» Donc, j'ai commencé à écrire certains articles et tout, dont une qui était une lettre ouverte au chef du gouvernement, justement sur les actions éventuellement à prendre pour sauver le système d'éducation qui aujourd'hui est en crise et puis on n'arrive pas à trouver comment le réformer et puis plein de millions ont été dépensés dans ce domaine-là. Donc ça, vous pouvez voir en tout cas un article qui s'appelle sauvonsl'éducation.org. Il y a aussi par rapport au modèle de développement, donc après la création de la commission sur le modèle de développement, donc j'avais écrit cet article-là. En passant après cette publication du premier, j'ai été contacté par le cabinet du chef du gouvernement pour me dire avertissez-nous quand vous passez au Maroc. Après ça, il n'y a pas eu de suivi du tout de leur bord ni rien. Celui-là a atterri chez le président de l'OCP, c'est Rab. Donc j'ai été aussi contacté par son chef de cabinet pour dire que il appréciait cet article-là et puis proposer qu'on développe des collaborations. Donc ça a été plutôt bien. Donc il y avait plus je dirais, de suivi en tout cas à ce niveau-là que dans le cabinet du chef du gouvernement. Mais il ne faut pas hésiter à partager vos idées. C'est-à-dire vous étudiez dans un domaine, etc. Essayez d'écrire ou d'intervenir de manière à influencer le débat public. C'est sûr que vous dites « Oh, moi je suis juste étudiant, comment est-ce que je peux influencer le débat public ?» Écoutez, aujourd'hui, il y a, par exemple, vous connaissez le sommet de Davos. Alors, il y a un réseau de jeunes leaders dont je vais vous parler de 20 à 30 ans qui s'appelle les Global Shapers. Peut-être qu'on vous l'a déjà mentionné, mais il y en a 50 qui sont sélectionnés chaque année, qui s'assoient à table avec les dirigeants de ce monde politique, économique, pour participer à la conversation. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas penser qu'on est trop jeune, on n'est pas capable d'intervenir dans le débat public, etc. Au contraire. Donc, il faut, quand on étudie un domaine et puis on a quelque chose à apporter, il ne faut pas hésiter à prendre l'initiative et puis aller participer à ce genre de plateforme. Alors, je vais finaliser rapidement parce que je pense que le temps file, peut-être que même je dépasse l'heure, mais la dernière question, c'est comment est-ce qu'on développe nos capacités de leadership? Maintenant qu'on sait un peu c'est quoi les qualités, les pratiques de leadership, les challenges, comment je fais concrètement, vous, par exemple, en tant qu'étudiant, pour développer vos capacités de leadership? Alors, pour ça, il y a un centre qui s'appelle le Center for Creative Leadership, qui a fait des recherches sur cette question, qui a publié le Handbook of Leadership Development. Et donc, il a dit que pour tout programme de développement de leadership efficace, il faut retrouver 5 ingrédients. Premier ingrédient, c'est qu'il faut qu'il y ait des challenges qui vont vous pousser en dehors de votre zone de confort pour aller apprendre et développer vos capacités à mener des équipes, donc au leadership. Et un des meilleurs trucs, c'est prendre la responsabilité de diriger une équipe. Donc, prenez des responsabilités dans le cadre d'associations étudiantes ou autres pour diriger une équipe. C'est ce qui va vous apprendre le mieux à développer vos capacités de leadership. Donc, je sais que vous avez aussi un programme, je pense, de service à la communauté. Donc, impliquez-vous à fond là-dedans, prenez des responsabilités, proposez des projets dans le cadre de votre école. Il faut avoir la prise d'initiative, formez-vous des équipes avec vos amis ou d'autres gens que vous ne connaissez pas, essayez de diversifier la composition des équipes en termes de nationalité, de background, etc. Deuxième, c'est les self-assessments, c'est-à-dire c'est comme ces tests psychométriques qui vont vous aider à mieux vous connaître, à connaître vos forces, vos faiblesses. D'ailleurs, un des tests que je vous recommande à passer, donc je pense qu'il est gratuit sur Internet, il s'appelle DISC, D-I-S-C. Vous allez voir que vous pouvez identifier à travers ça votre profil de comportement et c'est super intéressant franchement à se découvrir et c'est un des outils qu'on utilise dans la panoplie d'outils pour se connaître. Et enfin, du support, c'est-à-dire une fois que vous passez à travers ces challenges, vous avez besoin de sortir avec les meilleures expériences d'apprentissage pour vous développer. Alors dans ça, il y a du coaching, donc des gens qui vous encouragent
que ce soit vos amis, votre famille, des professeurs, des collègues. C'est important d'avoir un système de support. Des mentors, des personnes expérimentées qui peuvent vous faire bénéficier de leur expérience, etc. Allez lire donc des livres, des conférences que vous pouvez regarder, les TED Talks par exemple. Tout ça est une composante importante aussi du développement du leadership. Alors finalement, il y a des communautés globales ou des réseaux de jeunes leaders dans le monde qui sont présents dans la plupart des pays du monde et c'est important d'aller se connecter avec, d'aller s'impliquer dans cela. Alors j'ai mentionné par exemple les Global Shapers, qui est le réseau de jeunes leaders de 20 à 30 ans du Forum économique mondial. Ils sont présents à Rabat. Je pense à Casa aussi. Ils ont plus de 450 hubs à travers le monde. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller former justement leurs hub leaders au siège du Forum économique mondial à Genève, donc dans la photo que vous voyez. Et effectivement, ils recherchent des jeunes comme ça qui ont du potentiel de leadership dans différents domaines, dans le secteur public, dans le secteur privé, les NGOs, etc. Donc, allez les chercher. En 2016, j'ai créé un conseil qui s'appelle The Council of Global Youth Organizations avec les dirigeants justement de ces communautés globales. Allez voir le site web cgyo.org, vous allez voir c'est quoi ces différentes communautés. Il y a aussi le African Leadership Academy qui prépare les futurs leaders pour l'Afrique, qui sont basés en Afrique du Sud. Il y a ISEC, justement une formation en ligne que j'ai enregistrée qui est intégrée à leur plateforme mondiale de développement de leadership. Ça aussi, c'est une très belle association internationale, en tout cas, qui facilite les échanges et les stages internationaux pour les étudiants universitaires. Donc, allez voir ces communautés, impliquez-vous, autant à l'échelle locale qu'internationale. C'est important d'être exposé à l'international, de rencontrer d'autres leaders de d'autres pays, de d'autres cultures, pour pouvoir échanger mutuellement et s'enrichir du partage d'expériences. Voilà, alors je vais vous laisser avec une dernière citation que j'aime bien. Alors, qui dit « Leaders are like tea bags ». Donc, les leaders sont comme des sachets de thé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont comme des sachets de thé? Alors, ils disent « Parce qu'on connaît leur force « Only when you put them in hot water do you know how strong they really are ». C'est juste quand on les met dans l'eau chaude qu'on découvre leur véritable force. Il y a des gens, quand tout va bien, oh, tu dis « Oh, ce leader est incroyable, il est inspirant, ici et ça ». Et puis que dès que des situations de crise se produisent, là, ces vraies valeurs émergent. Là, tu vois peut-être un personnage qui est égoïste, qui n'a pas d'empathie, qui pense juste à ses propres intérêts, etc. Ou au contraire, tu peux trouver quelqu'un de courageux, de généreux, qui a de la prise d'initiative, etc. Donc, voilà, je vous laisse avec cette parole-là. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre patience, en tout cas. Et le champ est ouvert si vous avez des questions, des commentaires. Donc, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Monsieur? Oui, allez-y. En fait, moi, je n'ai pas compris pourquoi, en fait, l'honnêteté, c'est la première qualité. Je n'ai pas compris. Donc, si vous pouvez un peu détailler cette valeur. Oui, bien sûr. Merci. Alors, regarde. Ces deux chercheurs, Kouzes et Posner, ont, à travers un sondage global qui s'effectue chaque 3 ans, ont demandé aux gens de choisir parmi une longue liste de qualités quelles étaient les qualités pour eux les plus importantes qu'ils cherchent à trouver chez les leaders qu'ils sont prêts à suivre. C'est-à-dire, supposons que je te donne une liste de qualités. Je te dis honnête, généreux, courageux, charismatique, des trucs comme ça. Et je te demande, coche-moi les plus importants, les 5 plus importants pour toi, qualités, que tu veux retrouver chez les leaders, que tu es prêt à suivre. Alors faire confiance et à les suivre. Et à partir de ce questionnaire passé par plus de 2,5 millions de personnes à travers le monde, la qualité honnête a été révélée comme la qualité la plus recherchée chez les 2,5 millions de personnes qui sont sondées à travers le monde. Voilà comment est-ce qu'elle est montée au numéro 1. C'est parce que c'est la qualité que les gens recherchent le plus chez les leaders qui sont prêts à suivre. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça répond à ta question? Allô? Oui. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Du coup, c'est sur la base de ce sondage-là qui a été fait qu'on a choisi. C'est ça. En fait, c'est le sondage demandait aux gens de choisir les qualités. Et donc, ils ont choisi la qualité la plus choisie. La numéro 1, c'est l'honnêteté. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'ai même pas fait attention à l'heure. Je ne sais pas combien on a débordé, j'en suis désolé. Oui, Abdel Fattah, allez-y. Justement, je vais poser une question, c'est comme de suite. Est-ce qu'on peut voir ces qualités dans le cadre des textes juridiques ou bien des dispositions juridiques qui qui le déterminent comme des conditions très importantes pour avoir comme, comme si des postes de responsabilité ou bien de représentation au niveau de la pratique de la démocratie participative, etc., soit au niveau local ou bien au niveau national. Est-ce Alors, qu'on peut voir ça dans le futur? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer de reformuler. Vous me dites si c'est ça. Alors, vous me demandez c'est quoi les qualités? Est-ce que ces qualités-là peuvent se matérialiser dans un contexte de leadership politique ou quelque chose comme ça, ou législatif? C'est ça? Soit au niveau politique ou bien au niveau législatif. Oui. Bah, c'est sûr que ces qualités-là, effectivement, elles prennent leur importance aussi dans dans le politique ou législatif, parce que quand on parle d'honnêteté, d'intégrité, c'est la base de la crédibilité aussi de la personne. C'est vrai qu'il y a la compétence qui est là, qui est très importante, qui est aussi la base de la crédibilité, et puis tu as aussi l'intégrité ou l'honnêteté. Donc effectivement, ce sont deux éléments qui sont très très importants, qui bâtissent la crédibilité des leaders, qui fait en sorte que les gens ont confiance en eux et qui veulent les suivre. Alors il y a effectivement des gens qui arrivent à simuler, à simuler ça, et puis, mais ils peuvent tromper le monde sur le court terme, mais sur le long terme, comment dire, leur vraie valeur émerge. Alors, il y avait deux questions rapidement. On m'a envoyé ça. Pouvez-vous nous confier le nom du leader qui vous inspire? Moi, il y a plein de leaders qui m'inspirent. En général, moi, je suis inspiré par des leaders qui ont de très belles qualités humaines, de très belles valeurs humaines, comme l'humilité, le courage moral. Parce que je vois tellement de leaders, c'est vrai qu'ils sont compétents, c'est vrai qu'ils peuvent être de très bons communicants, ils sont charismatiques, mais si au bout du compte, ils utilisent ces qualités-là pour juste renforcer leur pouvoir et leur richesse pour dominer d'autres personnes, pour exploiter les autres, franchement, moi personnellement, je ne trouve pas ça admirable. Ce n'est pas quelque chose qui m'inspire. Par contre, des leaders qui brillent par leur humilité, leur courage moral, leur intégrité, moi, c'est des leaders qui m'inspirent. Et je me rappelle justement, je vous ai mentionné le premier professeur de leadership au monde, John Adair. Alors, John Adair, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans une conférence internationale et puis d'animer sa session de Q&A, de Question and Answers, à la fin de sa conférence. Donc, j'étais avec lui sur la scène à lui poser un certain nombre de questions. Et justement, après la publication de son livre The Leadership of Muhammad, je lui ai demandé c'est quoi la qualité qui vraiment distingue, vous qui avez étudié un peu le leadership du prophète, quelle est la qualité qui le distingue des autres leaders que vous avez étudiés, les leaders historiques et tout ça. Il a pris un moment pour réfléchir, et puis il m'est revenu avec une qualité. Il m'a dit l'humilité. Donc, moi, en fait, dès que je vois ces qualités-là chez des leaders, surtout à travers les voies de crise, il y en a plein qui m'inspirent. C'est sûr qu'il y a, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Jésus, il y a Confucius. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, en tout cas à l'international, j'aime bien une leader qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Peut-être la dirigeante politique qui a le mieux géré la crise sanitaire dans le monde. Donc il y en a plein. En tout cas, moi, j'ai une longue liste de personnes un peu partout dans le monde qui m'inspirent à travers ces valeurs humaines-là. Alors, ensuite, il y a une question, commentaire d'une étudiante. Mais en tant que leader, on ne peut pas se permettre d'échouer vu que la vie d'une entière population dépend de lui. Alors, est-ce qu'un leader, on peut se permettre d'échouer ou pas? C'est une très bonne question. Alors, moi, je ne connais pas de personnes qui
qui réussit surtout sans jamais échouer. Surtout les personnes qui réussissent le plus à long terme, c'est des personnes en général qui ont beaucoup échoué à la base. Mais c'est vrai qu'on a des responsabilités, on a le poids de la responsabilité. Donc effectivement, si on est quelqu'un et on a tendance à beaucoup échouer, on n'est pas compétent dans notre domaine, on n'a pas nos capacités pour mobiliser les équipes, des fois, il faut refuser la responsabilité. Hein. Si on ne s'en sent pas les épaules solides pour comment dire, soulever cette responsabilité-là, il vaut mieux la décliner. En général, moi, je conseille de se faire appeler pour les positions de responsabilité. C'est bien des fois de prendre l'initiative de les demander, mais effectivement, c'est un lourd poids parce que nos décisions qui peuvent avoir des impacts importants sur la population et tout ça. Donc, c'est une grosse, grosse responsabilité. Donc, il ne faut pas prendre ces positions de leadership à la légère. Parce que, effectivement, quand on est dans ces postes, on prend des décisions qui ont de l'impact sur beaucoup de gens. Mais ceci dit, échouer est tout à fait normal. Et au contraire, ça peut être des opportunités d'apprentissage. Je me rappelle, il y a un grand leader japonais, un business leader, comment dire, une personne qui est très, très admirée au Japon et qui donnait jamais d'entrevue journalistique, donc pour la télé ou la radio ou les journaux. Et un jour, il a accepté pour la première fois et la dernière fois d'accorder une entrevue journalistique. Et il demandait que 2-3 questions maximum. Alors la journaliste est venue et lui a dit, première question, qu'est-ce qui explique votre succès? Alors il a réfléchi et il lui a dit, les bonnes décisions que je prends. La deuxième question, elle lui a dit, bah, comment vous faites pour prendre des bonnes décisions? Comment vous avez fait pour apprendre à prendre des bonnes décisions? Et là, il lui a répondu, bah, j'ai appris à travers toutes mes mauvaises décisions. Donc finalement, on apprend à prendre de bonnes décisions en réfléchissant et puis en apprenant des mauvaises décisions qu'on prend et des échecs qu'on subit. Donc ne pas avoir peur de l'échec, mais quand même, en position de responsabilité, il faut prendre toutes les mesures justement pour éviter que ces échecs-là impactent négativement le monde qui nous a fait confiance et puis qu'on représente ou qu'on dirige. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si ça répond. Je vois une main levée ici. Anas, je pense qu'il va falloir clore peut-être la session. Moi, je m'en refère aux organisateurs. Si vous voulez intervenir, je pense qu'on est arrivé, on a dépassé peut-être même la durée. Oui, allez-y. Bonjour monsieur, bonjour chers collègues. Bon, je vous remercie monsieur pour cette séance. C'était tellement intéressant. Tout à l'heure, vous avez mentionné un bon nombre d'organisations et j'ai une petite question qui me pose à la tête. Bon, qu'est-il préférable selon vous? S'impliquer dans un tas d'organisations et s'entraîner à être polyvalent ou simplement adhérer à une seule organisation dans tout ce qu'on peut donner? Ben, moi, je pense qu'il faut diversifier. Passer un peu de temps dans une organisation, donner le plus que vous pouvez, monter. Ça dépend des organisations et aussi de leur taille. Si vous me parlez d'une association comme ISEC, qui est globale, etc., on peut passer de responsable d'une ville à responsable d'un pays à une responsabilité globale, internationale. Donc, faire comme une carrière, si tu veux, enfin, carrière parallèle aux études dans une association comme ISEC, ça vaut le coup parce qu'elle est globale et puis ça va vous apprendre énormément comment gérer une organisation globale. Mais c'est bon de diversifier, comme ça vous accédez à différents réseaux aussi par la même occasion. Donc vous apprenez aussi différentes choses, vous élargissez votre réseau de contacts et d'influence. Voilà, donc je pense qu'on va clore la session parce que comme j'ai dit, je pense qu'on a vraiment excédé notre temps. Je ne sais pas si les organisateurs sont toujours là ou pas. En tout cas, merci infiniment pour votre patience, pour votre participation. Et j'espère en tout cas que vous avez trouvé certains éléments utiles et au plaisir, Inch'Allah, de vous retrouver peut-être dans d'autres événements. Alors, merci infiniment. Oui, les organisateurs sont toujours là. Merci aux organisateurs et organisatrices. Je ne sais pas, en tout cas, de cette belle initiative du Leadership Bootcamp. Alors, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole peut-être pour clore. Oui, monsieur, je voudrais juste demander que s'il est possible que vous nous soumettez certains ouvrages que vous avez cités.
Et aussi le PowerPoint, monsieur. Oui, alors je vais vous envoyer le PowerPoint. D'accord. Et puis, comme ça, vous pouvez bénéficier de tous les ouvrages que j'ai cités. Parfait. Ben, écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Et merci encore aux organisateurs et organisatrices. Merci aussi à vous d'avoir pris ce temps-là de venir un samedi pour investir dans votre connaissance et puis développement de votre leadership. Ça démontre en tout cas votre intérêt que c'est par là que ça commence. C'est quand on veut se développer en tant que leader, ça prend aussi de prendre ce genre de décision qu'on veut investir notre temps dans l'apprentissage de ce domaine-là. Et puis, je vous souhaite un très bon courage dans votre parcours académique. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Merci.